place. Je vais inviter bientôt le ministre du Commerce et de l'Industrie du Togo de partager sa vision sur l'industrialisation du Togo. Et je vais demander aussi à des industriels qui sont implantés au Togo de partager avec vous leur expérience au quotidien, les initiatives qu'ils ont prises dans différents domaines pour faire du Togo une terre d'industrie. Alors je vais demander à nouveau une dernière fois aux personnes qui sont en train de prendre leur café de bien vouloir s'asseoir pour qu'on puisse démarrer la session rapidement. Alors, je vais demander maintenant au ministre Kojo Adeze, qui est le ministre du Commerce, de l'Industrie et du Développement du secteur privé au Togo, de partager sa vision sur le développement du secteur manufacturier au Togo. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le modérateur. Chers participants, bonjour à tous. Je crois que nous avons besoin de faire un certain nombre de rappels avant de partager la vision que le gouvernement a en matière d'industrialisation. En fait, nous avons suffisamment parlé du PND, qui n'est autre chose qu'une ambition de faire progresser la croissance qui aujourd'hui se situe autour de 5%, de porter ce taux à l'horizon 2022 à 7,6%. Augmenter de façon significative la production nationale et faire en sorte que cette production nationale, lorsqu'elle s'augmente, puisque nous sommes dans cette dynamique, qu'elle puisse trouver les débouchés. Donc, les infrastructures d'appui qui devront venir et également le capital humain qui devrait donc soutenir cette croissance-là. Je viens de balayer donc de façon linéaire les trois principaux axes, les axes majeurs de notre PND. Je dois aussi ajouter que l'enveloppe financière, il est important, c'est ce qui nous fait penser à juste titre qu'il s'agit d'un véritable plan d'investissement qui est de 4 622,2 milliards de francs CFA, à peu près 7,1 milliards d'euros à partager entre le secteur privé et puis le gouvernement, dans la proportion de 65% pour le secteur privé et donc le reste pour le public. Lorsque nous prenons le secteur industrie au Togo, il participe pour à peu près 17% au PIB et il croît d'ailleurs plus vite que le PIB lui-même qui est ces 5 dernières années dans la proportion de 5%. Donc le secteur industriel croît au-delà et croît plus vite que le secteur, que le PIB. Il se situe autour de 10% chaque année. Alors, dans l'intervention de l'ancien directeur général du FMI, il a parlé, je crois que je l'ai entendu, il a parlé de période de vache grasse. Je crois que le Togo se trouve dans ce schéma-là avec l'environnement que nous connaissons. Je dois le rappeler, l'environnement juridique très attractif que le gouvernement a aujourd'hui mis en place. Je n'en veux pour preuve que l'amélioration constante du climat des affaires. Au plan juridique, nous disposons aujourd'hui, et ça c'est important, d'un code des investissements des plus performants en matière d'attractivité.
que nous mettons à la disposition du secteur privé, qui, l'essentiel au niveau de ce code, et qui fait la différence, c'est que les crédits d'impôt seront en lien plutôt avec la masse des investissements que sur le bénéfice réalisé. Ça, c'est une innovation majeure par rapport au code que nous avons. Et tout cela, que ce soit au plan douanier, on l'a dit suffisamment, il faudrait qu'il y ait une certaine fluidité pour permettre aux investisseurs de pouvoir investir. Notre code des douanes le permet. Le code général des impôts, c'est deux textes qui viennent renforcer notre attractivité, ont été votés tout récemment en 2018, disons, au mois de décembre. Alors, pour ce faire, nous voulons mettre à la disposition du secteur privé qui est appelé à financer l'essentiel du PND, un certain nombre de mécanismes. Nous avions parlé des agropoles, ces agropoles qui vont permettre aussi une transformation au lieu de continuer à exporter le brut que nous avons. Le premier agropole qui sera développé, c'est au niveau de Kara. Et là, nous mettrons en place ce que nous appelons des industries de première génération. On va obtenir des produits semi-finis à ce stade-là. Et nous ambitionnons, et ça c'est ce qui est important, faire en sorte que le Togo puisse disposer d'un parc industriel. Et je dois avouer qu'il y a une bousculade pour s'installer sur ce parc-là, par rapport à son positionnement, pas trop loin, vraiment pas trop loin de Lomé, à 12 km à peu près, et situé pratiquement aux abords de la nationale numéro 1, qui s'ouvre tout naturellement sur les pays de l'Interland, comme l'ont dit ceux-là qui nous ont précédés au niveau du premier panel. C'est vrai que nous avons... Le problème des investisseurs, c'est de trouver les débouchés. Alors, lorsqu'on réfléchit micro, en prenant en compte la population que représente le Togo, ce n'est pas intéressant. Mais l'ambition qui est là, c'est de pouvoir se positionner sur les 300 millions d'habitants de notre sous-espace CEDEAO. Et nous travaillons dans ce sens-là en mettant en place toutes les infrastructures qu'il faut pour pouvoir écouler notre production, que ce soit vers les pays de l'Interland ou vers les autres pays de la sous-région par rapport aux opportunités qui sont disponibles au Togo. Merci, Monsieur le Ministre. Nous avons ici un panel d'industriels implantés au Togo. Monsieur Eric Goulignac, qui est le directeur général de Sim Togo. À côté de lui, nous avons Monsieur Tiwari Kumar, qui est le directeur général de Steel Cube au Togo. Nous avons juste après Monsieur Thierry Aweso, qui est le directeur général de Nyoto et qui est le vice-président du Conseil national du patronat. Et enfin, qui est aussi le président du groupement industriel du Togo. Et enfin, Mohamed Reda, directeur général de Industrie Togo SA GIT. Donc ce sont 4 industriels qui vont partager leur expérience du quotidien au Togo, et en particulier tout ce qui concerne la gestion de la main-d'œuvre, les infrastructures énergétiques, transports auxquels ils ont besoin pour faire tourner leur usine, le climat des affaires, les relations avec les services administratifs. Donc je vais appeler d'abord M. Eric Goulignac à partager son expérience du quotidien d'industriel basé et implanté au Togo. Je vous remercie. Je voudrais parler de l'investissement qu'a fait le groupe Heidelberg ici au Togo depuis à peu près 5 ans. Pas seulement sur le site de Sim Togo Kara qui a été inauguré en 2017, mais aussi sur un investissement assez conséquent de 180 millions d'euros qui a été fait au nord de Lomé à Tabigbo.
Le groupe a, je pense, les 5 dernières années, on peut dire qu'on a un exemple de success story d'acteurs industriels européens qui a décidé de développer sa présence fortement ici au Togo. Je pense qu'on peut aussi être, il a été mentionné ce matin dans le forum de discussion, l'intégration régionale. Je pense que le groupe Heidelberg Cement, à travers entre autres sa filiale Scan Togo, est un exemple d'intégration régionale par le fait aussi d'investissements faits sur le Burkina Faso, pratiquement 80 millions en l'espace aussi de 4-5 ans, et une vingtaine de millions sur le Bénin. Mais un point important à souligner, c'est que cette intégration ne pourrait pas être possible sans l'investissement fait ici au Togo des 180 millions. Aujourd'hui, on est une industrie manufacturielle de transformation qui extrait la richesse nationale du calcaire, qui la transforme, qui crée une valeur ajoutée et après qui la vend aux industries locales et qui l'exporte. C'est important aussi de noter que 40% de notre production aujourd'hui est exportée dans la sous-région, Burkina Faso et Bénin. Donc ça apporte une très forte plus-value en termes de produits, mais aussi de contributions fortes dans la balance des paiements du Togo. Tout ça, c'est bien sûr possible avec des ressources minérales, de la matière première qui est disponible ici au Togo. C'est possible grâce aussi à la disponibilité de l'énergie, parce qu'une industrie sans énergie ne peut pas fonctionner. Donc là, clairement, on voit aussi que des gros efforts sont faits au niveau du Togo, au niveau de la fiabilité, au niveau de la fourniture, de la puissance électrique sur des gros industriels. À titre indicatif, nous consommons à peu près 17 MW sur Tabigbo, à peu près 2 MW et demi sur Kara et à peu près 4 MW sur Lomé. Donc on est, disons, un industriel excessivement énergivore et qui mettons en contribution les infrastructures, disons, de l'État togolais fortement ici dans nos activités de tous les jours. Donc l'énergie est essentielle. Par rapport à l'énergie aussi, on parle aussi de tout ce qui est combustible aussi, qui malheureusement ne sont pas disponibles ici, mais que nous importons. Et là, on dépend fortement des infrastructures portuaires de Lomé. Et j'ai participé au panel hier au niveau des infrastructures et j'avais posé une question qui n'était pas anodine, c'est que se passera-t-il ici sur le Togo dans 4-5 ans si on développe l'exportation des matières premières en provenance du Burkina Faso et les matières premières dans le nord du Togo. Il est clair qu'il y aura besoin à terme aussi de moderniser aussi le quai minéralier aussi du port de Lomé. Je pense que ce sera aussi un point essentiel. Mais aujourd'hui, je dirais, l'infrastructure portuaire existante fonctionne relativement bien. Un point clé aussi en tant qu'industriel, qui fait aussi un peu la caractéristique du groupe, c'est l'utilisation des compétences locales, togolaises, africaines. Aujourd'hui, dans nos activités, le groupe emploie plus de 97%, disons, de personnes originaires du Togo ou de la sous-région. Donc il est important que les grands groupes industriels fassent un effort sur la formation et sur la promotion des techniciens, des cadres, des ingénieurs, des directeurs à tous les niveaux d'organisation. Et à titre d'exemple, on essaie aussi de faire la promotion même au poste de direction générale, bien sûr, sur le Bénin et sur d'autres pays aussi dans nos filiales du groupe. Alors, je voulais revenir aussi sur un autre point aussi en tant qu'industriel sur lequel on est tout le temps confronté, c'est la compétitivité de nos produits. Et aujourd'hui, par rapport à l'environnement changeant de tous les jours, la compétitivité est un élément de réussite. Et elle se base bien sûr sur la disponibilité des matières premières, sur l'énergie, sur le transport, sur les infrastructures portuaires, et bien sûr, elle se base aussi sur une politique commerciale. Aujourd'hui, au Togo comme ailleurs, les clients attendent à être livrés un produit de qualité. Ils attendent à ce que le produit soit compétitif au niveau du prix. Et aussi, une notion aussi qu'on ne parle pas souvent aussi, c'est la qualité de service au client. Et je suis content que le ministre soit là aussi, c'est que le client togolais est excessivement demandeur de services. Quand on met en place une organisation commerciale et on est à l'écoute du client, on est capable de répondre à ses attentes, répondre à ses problèmes, on apporte effectivement une valeur ajoutée, disons, excessivement importante
dans la politique commerciale. Je voulais aussi parler aussi d'un point, donc à nouveau de la compétitivité. Les industriels comme nous sommes constamment dans une politique de remise en cause dans notre gestion de tous les jours. Politique commerciale, service client, qualité, marketing, fiabilité de l'énergie. Comment optimiser aussi le mix énergétique, comment utiliser les ressources locales aussi, combustibles alternatifs, énergie verte. On est constamment en train de se remettre en cause pour savoir comment on peut améliorer notre compétitivité. À titre d'exemple, l'énergie électrique, qui est aussi un point focal sur le fonctionnement de nos usines, est essentiel, et le groupe aujourd'hui est en train de regarder sur des investissements pour bien sûr alléger la facture énergétique. Et je pense que mon collègue aussi à ma gauche a un peu les mêmes projets. Énergie photovoltaïque. Je pense que c'est aussi un des grands axes aussi du PND. Et le groupe Heidelberg est en train de faire 2 études de faisabilité séparées aujourd'hui sur 2 MW sur Cara et 10 MW sur Tabigo. Donc clairement, on est vraiment dans une diversification des activités et une remise en cause et une optimisation de nos fonctionnements de tous les jours. Voilà. Merci, Monsieur Goulignac. I'm going to ask Mr. Tiwari Kumar to share his experience and maybe to focus on electricity supply as well as labor supply. Togo is a small country, and it's a 7 million people market. Labor is available in the sub-region. Do you also export 40% of your production? So are you based here for Togo? Are you based here for West Africa? And how you deal with power and labor? Good morning, His Excellency Minister of Trade and Commerce. Hello. Yeah. Good morning, His Excellency Minister of Trade and Commerce, all moderated, and the panelists, and the audience. We have just started our factory, which will make the high quality, high tensile iron rod. This is its kind of first factory in Togo. Before, all the major players, they were importing it from outside Togo, China and Ghana and other neighboring countries. Now it is available in Togo. Our experience about the setting of this factory is very, very good. We came with a hesitation that we don't know because of the language and the local condition. Maybe we'll face problem. But the result was adverse. In 2 years, without any problem, with the support of all the government agencies, especially SAJOF, as we are in SAJOF, and OTR, Custom, Port, Electricity Company, they all supported very well and on time. That's why we complete the project in a record time. Generally, this such a project takes time to complete, but we completed it in 18 months. As far as the electricity, availability of electricity is concerned, especially Kara region has the surplus electricity. As per our knowledge, Kara has 50 megawatt available electricity, and whole Kara region is using around 10 megawatt. So 40 megawatt is the surplus electricity. Out of that 40, we are using 6 to 8 megawatt. In a way, we are one of the highest consumer now who is using electricity in Togo. And you know, electricity cannot be stored. So before, the available electricity was going in the air. We cannot store, we cannot take the revenue from there. Now, from 8 megawatt, extra income is coming to the city. This is the benefit of manufacturing sector. One industry can help many more apart from the main one.
As far as the manpower is concerned, we have noticed that people here is fast learner. Yes, it is true that technical knowledge is a problem, but once you are starting working with the local human power, in 2 months, 3 months, 6 months, as depends on the job, they are learning fast. And now we are not facing any problem because we used to teach them, we used to learn them, and we are replacing the expatriate with the local people slowly, slowly. Now, our other panelists, since yesterday I'm hearing about the private sector development and other things, so I'll not talk about that. We have noticed that Togo has two divisions, and I will request to the government and the Honorable Minister also, and the industrialist who wants to invest and who already in Togo, that we have a nice place if somebody wants to export. Because all the manufacturing companies who are in Togo or who is coming in Togo, they have two visions. One is to feed the local market, and second is to export. Because without exporting, surviving is not possible. So, apart from Lomé, we have another good place that is called Kara. Kara government has already acquired land, so if somebody wants to start, they can start tomorrow. Getting land is not a problem. And Kara has its own geographical benefit. Its location of Kara is very important and very good. You can, if you want to export, Benin is only 20 kilometers from Kara. Burkina Faso is 250 kilometers from Kara. So, if someone is establishing a company in Kara, he can feed north of Togo, he can feed north of Ghana, Burkina Faso, and Benin is very close. Benin, Nititingu, Jugu, and his other town is only 280 kilometers, 20 kilometers, and 200. Highest is 200 kilometers. So we can feed all this country from there easily. And the buyers, we are getting response from Benin, we are getting response from Burkina Faso, north of Ghana, Tamale side, is a very good response because the customer from that area is not, it will not travel to Tema or Cotonou or Lomé. They will come to Kara and they will go back from there. They will save their 3 days, transportation, time, and money all. So for the manufacturers, Kara should be a new export hub. Thank you, Mr. Kumar. Thierry, vous avez 3 casquettes. Vous êtes le directeur général de Nyoto, vous êtes un industriel togolais. Vous êtes le vice-président du Conseil national du patronat et vous êtes aussi le président du groupe industriel du Togo. À titre de ces 3 casquettes, industriel pratiquant, mais aussi représentant des industriels du Togo, quel serait déjà partagez votre expérience, mais aussi quels seraient vos conseils à peut-être des industriels étrangers qui souhaiteraient venir au Togo? Comment réussir dans le secteur manufacturier au Togo? Merci de nous offrir l'opportunité de partager un peu notre expérience. Je vais essayer d'utiliser les 3 casquettes en une pour raccourcir un peu mes propos. Je tiens à exprimer tout d'abord nos salutations les plus respectueuses aux membres du gouvernement et au comité d'organisation qui nous ont permis effectivement aujourd'hui de partager un peu ce que nous savons faire et les raisons du choix et les raisons pour lesquelles nous pensons que le Togo aujourd'hui doit rester un modèle, un exemple.
justement pour les futurs investissements dans la sous-région ouest africaine. Voilà, donc Nyoto, c'est une industrie spécialisée dans ce qu'on appelle la trituration des matières oléagineuses. Donc nous faisons du coton que nous transformons en huile végétale. Nous transformons en tourteau de coton pour l'export essentiellement, ça sert à l'alimentation animale. Nous faisons également actuellement la campagne karité, que nous transformons en beurre de karité pour l'export également essentiellement. Nous faisons du soja en fonction de la demande du marché. Être industriel, évidemment, c'est appartenir à un secteur, le secteur secondaire. Le ministre du Commerce et de l'Industrie nous l'a rappelé tout à l'heure. Le secteur secondaire, c'est 17% du PIB. Et le secteur secondaire sert en réalité à faire la jonction entre deux mondes très différents, la campagne et la ville. Je m'explique. Donc, nous avons des producteurs de coton, des producteurs de karité, et qui doivent valoriser leurs produits. Et donc, ça arrive et c'est réceptionné en territoire industriel pour sortir un produit fini ou semi-fini. Il faut réussir effectivement à récupérer cette valeur ajoutée et la redistribuer, donc de préférence sur le territoire national. Nyoto a bénéficié d'une très grande expertise depuis sa naissance. Nyoto est né d'une fusion de deux sociétés d'État. C'était Ioto à l'époque, donc l'industrie des oléagineux du Togo et les huileries du Togo, qui ont été rachetées en 1987 par un groupe industriel français qui est présent depuis plus de 60 ans dans le milieu du coton. Et donc, c'est le groupe IGO Coton, dont nous saluons d'ailleurs la présence dans la salle du directeur général, qui a fait le déplacement également de Lomé, donc M. Karim, que nous saluons. Nyoto, c'est aujourd'hui 152 personnes en contrat à durée indéterminée, 188 personnes en temporaire qui tournent en fonction des campagnes. Et Nyoto, c'est 8 hectares en tout, avec des disponibilités également en stockage. Donc nous avons des tanks, nous avons 17 500 disponibilités en termes de volume, donc c'est en tonnes. Nous avons un emplacement stratégique, nous sommes positionnés sur la zone industrielle du port autonome de Lomé, avec un quai minéralier qui nous conduit directement, un pipe qui nous conduit directement sur le quai minéralier, un pipe de 1200 mètres. En réalité, ça nous permet d'exporter le beurre sans être obligé d'utiliser justement une logistique trop compliquée avec des camions. Ça nous permet évidemment de pouvoir bénéficier de toutes les infrastructures sur la plateforme du port autonome de Lomé. Et donc, ça ne signifie pas que nous n'avons pas, je dirais, de difficultés également sur le terrain. Nous avons repris cette boîte en main il y a 7 ans environ, 7-8 ans, avec effectivement des menaces et des opportunités. Partager l'expérience, c'est de parler effectivement des menaces. Les menaces, elles sont très simples. Les prédécesseurs qui ont intervenu tout à l'heure ont parlé du problème de l'énergie, qui constitue quand même 35% du coût de revient, donc de tout type de produits que nous faisons. Et après, c'est la disponibilité de la matière première qui correspond à peu près à 65% en termes de coût. Donc, quand on est en campagne coton, évidemment, chaque année, il faut renégocier les prix auprès de la NSCT avec laquelle nous avons des relations totalement fusionnelles. Parce qu'il faut le dire, Géocoton, 78%, la NSCT et l'État togolais, 13%, et le reste, c'est effectivement des privés togolais en ce qui concerne le capital de notre structure. Après l'énergie, nous avons des problèmes de normes, des problèmes de qualité. Donc, évidemment, les produits sont importés. Le besoin en termes de consommation d'huile dans le pays est de 75 000 tonnes. La production de Nyoto, quand on est vraiment en pleine production côté coton, nous sommes à 5 000 tonnes. Il y a un gap. 70 000 tonnes donc, doivent être importées. Encore faudrait-il que nous réussissions à compétir avec des huiles raffinées en produits finis qui ont respecté des normes qu'ils devraient respecter du côté peut-être de l'Union européenne ou des États-Unis. Et il y a également cette tentative ou cette tentation grande de faire rentrer un produit avec une nomenclature de produits semi-finis
avec donc, je dirais, l'engagement de raffiner cette huile, mais qui bien souvent ne l'est pas et qu'on retrouve sur le panier de la ménagère avec tous les risques que vous pouvez imaginer en termes de santé publique. Donc, il a fallu se battre contre cela, il a fallu faire des propositions et nous avons réussi à trouver quand même une oreille très attentive, celle des autorités togolaises dont la plus haute a tenu le leadership jusqu'à présent en mettant en place un comité de concertation entre le secteur public et le secteur privé qui est directement coordonné par le chef du gouvernement, qui nous permet de faire des recommandations sur un certain nombre de problèmes auxquels nous sommes confrontés. Donc nous sommes associés progressivement à la mise en place autant du Code des investissements que, j'allais dire, de l'aménagement du climat des affaires, parce qu'une cellule de climat des affaires existe effectivement à la présidence de la République, où nous allons déposer un certain nombre de doléances et de recommandations. Jusqu'à présent, on nous règle nos problèmes les uns après les autres. Et pour parler de la véritable expérience que nous avons eue à Nyoto, je vais recentrer complètement le débat en vous disant, nous étions à peu près à... notre capacité théorique, elle est de 80 000 tonnes actuellement, que nous atteignons d'ailleurs complètement. Nous avons commencé avec 16 000 tonnes de karité. Aujourd'hui, nous avons atteint 38 900 tonnes de karité pour l'exercice 2018. Nous avons réussi également à partir donc d'un indicateur de performance extrêmement important qui est le volume d'amandes triturées par jour. On est parti de 90-92 tonnes jour. Nous sommes aujourd'hui à 137 et nous ambitionnons, avec les mêmes hommes, avec les mêmes équipements, à atteindre justement un niveau de 150 tonnes jour. Et nous allons probablement y arriver dans, je dirais, les campagnes qui vont suivre. Il faut dire également que pour réussir à améliorer ces éléments, nous sommes partis d'un constat, parce qu'il y avait des causes conjoncturelles, il y avait des causes structurelles. On s'est dit, il y a quelque chose qui joint ces deux mondes totalement différents, c'est les hommes, c'est la qualité des hommes. Nous disposons au Togo, on a vu plusieurs interventions, on a très peu parlé de la valeur des hommes. Je pense que les Togolaises et les Togolais ont montré leur résilience par rapport au travail et on s'est dit on va essayer de motiver davantage notre personnel en les intéressant justement aux résultats, en créant donc de nouvelles primes de production, des primes de rentabilité. Et nous avons mis en place un comité de concertation permanent qui est venu avec des doléances et nous avons travaillé en toute transparence et comme le veut notre mode de gouvernance. Nous avons réussi à mettre en place une cantine pour le personnel qui est subventionnée par la direction générale. Nous avons mis en place toutes les mesures qui sont demandées par l'accord d'entreprise et les conventions collectives, notamment la visite médicale, le déblocage donc des avancements. Et nous avons réussi à un moment donné à pousser les travailleurs de notre structure à s'approprier justement de leur outil de production, à s'approprier du lendemain et de l'avenir de leur structure. Pour revenir sur l'essentiel des mesures structurelles. Évidemment, pour avoir des résultats en entreprise, il faut déjà avoir une vision. Avoir une vision, ça veut dire qu'il faut anticiper. Il faut anticiper sur un marché qui est extrêmement mobile. Vous avez la compétitivité qui tape à nos portes et nous le disons assez souvent, la compétitivité n'est pas du tout une affaire nationale, c'est une affaire transfrontalière dans la mesure où nous avons quand même les accords du TEC qui autorisent une liberté justement de circulation des biens, des services et des personnes. Donc bien évidemment, il fallait réfléchir et pouvoir qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à des pays frontaliers qui, eux, de façon régulière, créent des taxes sur certains produits, des matières premières, pour éviter qu'elles sortent, alors que généralement, nous sommes restés vraiment dans l'application, j'allais dire, de marché totalement libre, où il y a appel d'offres pour les graines de coton et que le meilleur gagne. Donc généralement, l'acheteur qui vient de quelque part, il peut venir d'ailleurs tout seul et dit, ben, d'accord, j'achète tout votre lot, et il peut fixer, il peut monter jusqu'à 105 000 francs la tonne, et on se retrouve donc avec un agent unique contre une structure
qui a un impact direct en termes de chaîne de valeur et de valeur ajoutée sur l'ensemble de l'économie nationale. Et vous êtes obligé de compétir donc dans un environnement extrêmement difficile. Bien évidemment, quand on a réussi à cibler le marché du karité, on s'est dit nous allons monter là-dessus et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de passer leader en région ouest africaine en matière de karité avec le volume que nous faisons. Les normes sont des normes totalement internationales exigées par le marché dans lequel le beurre de karité rentre. Donc nous sommes confrontés chaque année justement à ces certifications, ce qui nous pousse à être davantage performants, tant au niveau du respect de notre process à l'intérieur lui-même, du respect de l'environnement et du respect justement des produits donc, qui vont sortir. Mais en contrepartie, vous allez voir que les produits qui rentrent justement en territoire togolais ne subissent pas forcément les mêmes contrôles. Donc c'est une autre étape encore de concurrence déloyale. Il faut absolument trouver des solutions pour régler ces problèmes. Et j'aimerais finir, je pense que j'ai monopolisé un peu la parole en disant nous avons des perspectives très très intéressantes qui sont liées justement à la nature des rapports que nous avons actuellement avec l'exécutif qui est je dirais en termes de leadership aujourd'hui totalement en train de modifier le code des investissements lui-même. Le tout dernier a été tout récemment validé à l'Assemblée nationale et il va faire l'objet justement d'un décret d'application pour nous permettre de pouvoir opérer et d'importer des équipements dans des conditions totalement différentes. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour le moment et si vous le permettez, je continuerai tout à l'heure. Merci. Donc on a parlé des normes, on a parlé du code des investissements. Je vais demander à Mohamed Reda de parler des facteurs clés de succès pour être, en tant qu'industriel, pour pouvoir opérer dans les conditions du Togo. On a parlé de l'importance de l'énergie, de l'électricité, 30% de coûts dans le cas de Nyoto. Quelle est votre expérience et que faut-il faire pour avoir du succès dans le secteur industriel au Togo? Bonjour tout le monde. En fait, je vais parler un peu de la GIT. La GIT, c'est une filiale d'un grand groupe. C'est le groupe Sogici qui est basé en Côte d'Ivoire. La GIT a été créée en 2001. C'est une industrie manufacturière spécialisée dans la transformation des matières plastiques, dans l'emballage plastique biodégradable, dans les ustensiles de cuisine, dans les articles ménagers, dans les chaises, dans les matériaux de construction, tout ce qui est dérivé du plastique. Et donc, dans le domaine de la plasturgie, c'est-à-dire, c'est un groupe qui a fait déjà 40 ans dans ce domaine. Et donc, tout ce qui est technique est maîtrisé complètement par ce groupe. Les machines utilisées sont des machines européennes et aussi des machines importées des pays de l'Asie, la Corée, le Japon, la Chine. Et les matières premières sont aussi importées des États-Unis, de l'Europe c'est tout ce qui est polypropylène, polyéthylène, importé de l'Europe, des États-Unis et de l'Afrique du Sud, ainsi que les pays du Golfe. Pourquoi nous avons choisi d'investir au Togo? Simplement parce qu'il y a 20 ans, le Togo donnait plus d'avantages avec sa zone franche, avec la zone franche togolaise. Nous sommes une industrie installée en zone franche au Togo. En plus, le Togo aussi a une réputation de pays pacifique, de pays très calme et aussi avec des travailleurs très sérieux qui aiment vraiment, qui aiment ce qu'ils font. Et aussi, c'est un carrefour, pour moi, c'est un carrefour pour tous les pays de la sous-région. C'est ça. Voilà. Il faut aussi avouer que quand on est venu au Togo, il y a plusieurs investisseurs de la Côte d'Ivoire qui sont aussi dans le même domaine, qui nous ont suivis
et qui se sont aussi installés au Togo. Aujourd'hui, en 2001, on était les seuls. Aujourd'hui, on peut parler de plus de 10 à 15 sociétés dans le domaine plastique. Nous faisons aussi, on a dans le même groupe, on a aussi une autre filiale qui est Soretrap, qui est spécialisée dans les nattes, dans les sacs en plastique et dans le recyclage. Tout ce qui est pertes, déchets plastiques, nous les recyclons. Et là, nous sommes engagés dans une dynamique de diversification en rentrant dans le domaine agroalimentaire. Et là, nous sommes en train d'installer une minoterie pour produire les farines de blé et qui est en cours de constitution. On est en train d'installer cette usine. Ces activités nous ont permis de créer plus de 2000 emplois directs parce que là, ces domaines ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Et nous sommes fiers de participer à la lutte contre le chômage au Togo et à la réduction de la pauvreté. Nous comptons augmenter aussi ces emplois avec nos nouvelles structures que nous sommes en train d'installer. Vous avez demandé comment il faut être pour être compétitif. Vous savez, quand on produit, il faut vendre ces produits. Et nous vendons sur le marché, pas seulement le marché togolais qui a 7 millions de population, mais on vend sur le marché de la sous-région qui compte 300 millions, comme le ministre vient de dire, 300 millions de personnes. Et ce marché, il existe, il est réel. Et sur ce marché, je pense qu'avec toutes les concurrences, le soleil brille pour tout le monde. Il faut avoir une qualité. Il faut se distinguer avec la qualité, avec le service des clients. Au début, je vous cache pas, c'était un peu difficile. On n'avait pas d'infrastructure. Pour partir de Lomé au pays du Sahel, c'était très compliqué. Les clients avaient des difficultés pour venir. Et là, aujourd'hui, on remercie tout l'effort que l'État et le gouvernement ont pu faire. C'est beaucoup plus fluide, on arrive à exporter plus facilement et on a beaucoup d'avantages par rapport à ça pour les clients. Les clients, ils sont maintenant un peu huilés, ils arrivent à venir plus facilement au Togo. Avant, c'était la Côte d'Ivoire. Maintenant, ils préfèrent même venir au Togo parce que les infrastructures sont excellentes. Et en plus de ça, au début aussi, au côté énergétique, on avait de sérieux soucis côté industrie. On tournait plus avec les groupes électrogènes et la production descendait, il y avait des chutes de production. Mais ça fait un bon moment qu'il y a une grande amélioration et on espère qu'il y aura encore plus d'amélioration dans ce domaine. Je pense que voilà à peu près le parcours de GIT et j'espère qu'on va continuer dans cette même ligne pour pouvoir atteindre nos objectifs. Merci. Merci Mohamed. J'ai une question pour Monsieur le Ministre. Vous avez parlé des parcs industriels. La Chine a été le centre manufacturier mondial pendant au moins 2 décennies. J'ai quelques chiffres à partager, en particulier sur l'industrie du confectionnement que Aliko Dangote a parlé. En 1992, la Chine exportait 15 milliards de dollars d'habits. En 2014, ils en exportaient 170 milliards. Donc c'est 10 fois plus. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'en 2017, ils en exportent que 140 milliards. Alors que la demande pour les habillements dans le monde continue à augmenter. Il y a 30 milliards qui sont partis de la Chine, qui ont été capturés en partie par le Vietnam, le Bangladesh, le Myanmar, mais aussi progressivement par l'Afrique. L'Éthiopie exportait en 2017 70 millions d'habillements. En 2018, c'est 180 millions, 3 fois plus.
En 2017, ils ont créé 20 000 emplois dans un parc industriel seulement. À la fin de l'année, ils auront 40 000 emplois dans ce seul parc industriel. L'Afrique peut devenir ce que la Chine était pour le monde, un nouveau centre manufacturier. Quelle est, Monsieur le Ministre, votre vision sur le sujet et la place que le Togo peut avoir comme centre manufacturier, non seulement régional, comme on a mentionné tout à l'heure, mais aussi global? Merci. Je voudrais d'abord préciser que les interventions que nous venons d'entendre de la part des autres panélistes ne sont que l'expression, le vécu par les industriels de l'attractivité qu'offre le Togo. Ils sont donc des exemples palpables qu'on peut venir au Togo, s'installer et développer les affaires en matière d'industrie et gagner de l'argent. S'ils y sont, c'est que ça marche. Et la vision, monsieur le modérateur, du pays, c'est de devenir un véritable hub, de développer, en lien avec l'axe 2, des pôles de transformation agricole, manufacturier et puis d'industrie extractive. Je dois aussi avouer qu'aujourd'hui, par rapport à ce dont a parlé M. Aweso, nous avons mis en place, cette structure sera opérationnelle sous peu, quand je dis sous peu, parce que c'est une préoccupation pour le gouvernement, une agence pour la gestion des investissements et de la zone franche. Cette agence qui fonctionnera comme un véritable guichet unique. Nous ne voulons pas que les industriels qui arrivent, qu'ils puissent faire peut-être plusieurs tours avant de pouvoir régler leurs problèmes d'agrément. Vous arrivez aujourd'hui en matière de création d'entreprises. En moins de 24 heures, une demi-journée, vous créez votre entreprise. Lorsque vous voulez des agréments également, votre agrément en tant qu'industriel, vous vous adressez à une seule structure. Vous faites le dépôt là-bas, dans un encadrement en termes de temps de 30 jours, vous avez votre agrément. Et c'est important pour pouvoir stimuler, en tout cas attirer les investisseurs vers le Togo. Pour ce qui concerne le parc industriel, il y a une forte ambition que nous nourrissons. C'est de créer un environnement qui puisse permettre aux industriels de venir s'établir. Ce parc, comme je l'ai déjà dit, est non loin de la capitale et qui se positionnera sur un site de plus de disons, de 115 hectares. Non loin de la nationale, parce que nous avons écouté le besoin des industriels, c'est de pouvoir être en mesure d'écouler leur production. Et les infrastructures sont en place, le dédoublement de la voie qui va en profondeur du Togo vers les pays sans littoral est en marche. Ce dédoublement est déjà à sa première phase et nous allons continuer d'avancer pour que nous puissions permettre à ce que les produits puissent circuler librement, parce que c'est important, vers ces pays-là, pas seulement de l'Interland, mais partout dans la sous-région ouest africaine. Le dédoublement de la voie qui quitte ici et qui s'ouvre sur le Bénin est déjà, en tout cas, un projet qui a atteint un niveau satisfaisant de maturité qui va être exécuté. À partir du Ghana également, la voie de contournement qui est pratiquement achevée et qui est faite en double permet une certaine fluidité. Je voudrais également rappeler, parce que ce qui préoccupe les industriels, c'est de pouvoir écouler de façon beaucoup plus fluide leur production. Alors, en 2014,
le Togo a déposé ses instruments de ratification de la Convention de Kyoto révisée, qui n'est autre chose que le certificat en matière de facilitation des échanges. En 2016, nous avons signé les accords de Bali et mis en place toutes les structures qu'il faut pour que cette fluidité, cette facilitation des échanges puisse être au rendez-vous. Je rappelle que lorsque vous faites un chargement au port autonome de Lomé, à destination des pays de l'Interland, ce n'est qu'aux frontières qu'on fait le dernier contrôle. Vous n'avez pas à subir des tracasseries lorsque vous évoluez. Alors, pour ce qui concerne notre parc industriel, nous voulons d'abord le gérer, le construire dans un partenariat public-privé, ça c'est important, il faudrait le rappeler. Le site est identifié, l'investisseur privé qui doit apporter l'essentiel des fonds pour la mise en œuvre de ce parc-là, le construire et puis le gérer et amener également les investisseurs à pouvoir s'établir sur ce parc-là. Bien entendu, l'État fera sa part pour tout ce qui concerne la sécurité du site. C'est déjà acquis, et de même que les formalités administratives, l'État prend tout cela en charge. Je l'avais dit dans mon introduction que déjà nous avons une vingtaine de négociants qui se bousculent pour s'installer sur ce parc-là. Alors, qu'est-ce qu'on y fera? Nous allons donner l'opportunité aux investisseurs de pouvoir s'installer et peut-être de créer des chaînes de valeur sur ce que nous produisons. Il y a un changement de paradigme qui s'opère aujourd'hui. Nous avons suffisamment exporté vers l'extérieur le brut. Il faut que ça change, que nous puissions créer des chaînes de valeur sur ce que nous produisons. Le coton, par exemple. Lomé est considéré comme la capitale des nanabenz, en lien avec le tissu wax, qui malheureusement est importé tout le temps. Nous sommes dans cette dynamique de restaurer, par exemple, l'industrie textile de Dacha. Il y a déjà quelques intérêts qui se sont manifestés. L'industrie d'égrenage de coton, etc. Et puis l'industrie textile de Kara. Donc il y a des preneurs qui sont là et qui n'attendent qu'à voir les dossiers finalisés et se positionner là-dessus. Alors, l'ambition que nous nourrissons au niveau de ce parc industriel, comme nous pouvons le constater ailleurs, c'est qu'au lieu d'aller vers, disons, Dubaï, ou aller vers l'Asie pour aller faire les conteneurs, pour les 300 millions de consommateurs que nous avons dans notre sous-espace CEDEAO, qu'on puisse venir à Lomé ici, avec les capacités que nous avons en termes de port le plus grand, naturellement en profondeur, qu'on puisse venir faire les conteneurs ici et se faire livrer. Nous rapprochons des consommateurs là et la disponibilité en matière de produits. Et je voudrais, pour terminer, dire que vous avez la possibilité, en venant de vous installer sous un régime de zone franche. Steel Cube, qui est intervenu tout à l'heure, est là, sous ce régime-là, avec cette possibilité de pouvoir vendre une partie sur le marché national. Les 30%, les 70%, vous les exportez. Nous l'avons dit et précisé, le Togo se donne pour être cette porte naturelle d'ouverture sur les 300 millions de consommateurs. Le groupe SIM Togo est par contre sur le territoire douanier et bénéficie des avantages du code des investissements pour pouvoir développer également ces affaires-là. Et nous pensons que dans le cadre du PND 2018-2022, nous ambitionnons rendre opérationnel le plus rapidement possible ce parc industriel et ce dont vous venez de parler, que nous puissions, sachant la progression, vous voyez, il y a du potentiel, la progression de notre industrie qui est de 10% chaque année, que nous puissions aller plus loin avec cet indicateur que la croissance du
PIB que nous voulons porter à 7,6% à l'horizon 2022, que notre industrie puisse également croître dans ce sens-là, s'agissant du textile, puisque nous avons des accords commerciaux très intéressants avec l'UE. Nous sommes depuis 2016 éligibles à l'accord AGOA, ça marche très bien. Nous avons des accords également avec la Chine. Et dans notre sous-espace UOMOA, il y a ce principe de libre circulation des biens qui marche et qui pourra s'appliquer à ceux-là qui s'installent sur le territoire douanier et sous certaines conditions pour pouvoir faire écouler leur production. Merci, Monsieur le Ministre. Nous avons un deuxième panel que nous avons bientôt appelé sur le podium. Monsieur le Ministre, vous restez ici pour la deuxième partie. Je laisse les autres intervenants revenir et laisser la place aux différents. Je vais appeler Madame Claudia Voss, Monsieur Mounir Mouakar, Monsieur Jean-Marc Savy de Tové pour venir sur le podium. Merci. Toi, tu peux rester là si tu veux pour une. Comme tu veux. Tu restes là. Alors, cette deuxième partie est consacrée à la perspective des investisseurs étrangers sur le Togo. Et en particulier, quelle opportunité de collaboration sur le secteur industriel entre l'Union européenne et le Togo? Quelles sont les attentes des investisseurs étrangers lorsqu'ils viennent créer des usines au Togo? Quels sont les accords de commerce dont Monsieur le ministre vient de parler, AGOA, mais aussi avec l'Union européenne, qui peuvent en fait bénéficier aux investisseurs étrangers? Alors nous avons dans ce nouveau, donc, dans le panel Claudia Voss, qui est la directrice de Africa Verein, qui est une association de commerce entre l'Allemagne et l'Afrique. Nous avons M. Mounir Mouakar, qui est le président de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, qui est un regroupement de chambres de commerce mondiales. Nous avons Jean-Marc Savy de Tove, qui est directeur associé de Adi Wale Partners, qui est un fonds d'investissement. Et nous avons aussi à nouveau M. Thierry Awoso, qui est le directeur général de Nyoto, qui a 3 casquettes, donc il est invité à notre deuxième session pour aussi parler des échanges que vous avez eus avec les différents investisseurs lorsqu'ils sont venus au Togo. Alors je vais commencer le panel avec une première question pour Claudia Voss, qui est en contact direct avec des investisseurs allemands. Vous êtes venu au Togo maintes fois avec des délégations. Pour vous, quelles sont les opportunités de collaboration dans le secteur industriel entre l'Union européenne, l'Allemagne et le Togo? Et quelles sont les attentes de ces investisseurs lorsqu'ils viennent au Togo et qui viennent aussi, j'imagine, dans la sous-région pour comparer le Togo aux autres pays? Oui, merci. Avant de répondre à votre question, nous sommes vraiment impressionnés par cet événement. Et je veux remercier le gouvernement, mais surtout aussi les gens qui sont derrière cet événement. Africa Verein fait plus de 100 événements, donc on sait vraiment ce que ça veut dire, l'organisation d'un événement comme ça. Donc merci beaucoup à ceux qui sont derrière, même ceux qui on ne voit même pas. Donc je crois que c'est bien de applaudir pour ceux qu'on ne voit même pas. Merci beaucoup. Oui, les Allemands sont déjà au Togo. Sim Togo, le grand succès, il y a Heidelberg Cement derrière.
Siemens vient de poser la première pierre ensemble avec Eranov pour le projet de Kekeli. Et aussi Inros Lacna, une entreprise allemande, eux, ils sont aussi dans beaucoup de projets d'infrastructure. Donc ils sont là déjà, mais par rapport à l'engagement des Français et puis aussi des Anglais, l'engagement allemand, on peut dire, est toujours retiré un peu. Et on travaille là-dessus. Africa Fine pousse vraiment les entreprises allemandes à investir en Afrique, pas seulement au Togo, mais partout dans tous les pays africains. Et maintenant, on a aussi amené les investisseurs allemands dans la délégation. Par exemple, Sun Farming, eux, ils ont un projet concret qu'ils veulent réaliser ici au Togo. C'est un projet d'électricité solaire et aussi avec l'entraînement, formation très intéressant. Il y a Hansen Kopfan. Eux, ils sont déjà en train de s'installer ici au Togo. C'est un autre projet. Et il y a aussi Lucas Nulle. Eux, ils font la formation digitale. Donc, eux tous, ils sont prêts à faire quelque chose au Togo. Et oui, ils sont très engagés. Et si je vois, par exemple, hier, j'ai rencontré les jeunes Togolais dans les B2B. Pour dire la vérité, on vient chaque année ici au Togo. Et les années passées, j'avais l'impression que les jeunes, ils sont engagés. Mais bon, pour faire vraiment un projet, c'est un peu dur. Mais cette année, je sens vraiment l'esprit et je suis vraiment motivée à supporter les jeunes Togolais à faire quelque chose ici. Et je trouve que non seulement que les projets sont très intéressants, mais ils viennent aussi avec leur business plan vraiment développé. Et oui, ça nous motive beaucoup. Et oui, ce qu'on attend, on a déjà parlé. Surtout, c'est la sécurité. On avait parlé de ça hier déjà. La sécurité politique, la sécurité dans le domaine de commerce, bien sûr, en ce qui concerne les taxes et tout. C'est ça qui est important. Et peut-être pour expliquer un peu pourquoi il n'y a pas encore tellement d'Allemands ici, au Togo et ni dans les autres pays africains. C'est surtout la perception de l'Afrique en Allemagne. On avait parlé de ça déjà hier, mais en Allemagne, c'est beaucoup pire. Ça a plusieurs raisons. Déjà, on n'a pas la même histoire donc, que, par exemple, les Français ou les Anglais. Il y a aussi oui, la perception de l'Afrique en Allemagne. C'est l'image qu'on montre à la télé en Allemagne. C'est toujours la crise, le faim, les choses comme ça. Quel investisseur va aller dans les pays pour investir si on voit que les catastrophes? Ça, vraiment, il faut changer. Et ça, c'est quelque chose que Africa Fine veut changer aussi. C'est de ça qu'on travaille beaucoup. Oui, ce qu'on attend, c'est... Ah oui, pour les réformes du Togo, c'est... Déjà, le Togo participe à l'initiative de G20, Compact with Africa. Et le Togo a accepté de faire les réformes, veut vraiment changer quelque chose. Donc, c'est ça vraiment qui donne envie à l'investisseur allemand d'investir dans le pays. Hein.
Et oui, j'aimerais bien faire les affaires avec beaucoup de gens et de trouver les partenaires pour les jeunes Togolais qui ont vraiment quelque chose en tête de réaliser. Merci Claudia. Vous avez parlé de la perception de l'Afrique en Allemagne et en Europe doit changer. Le Togo récemment a gagné un certain nombre de places au classement du Doing Business. J'espère que ce genre de progression fulgurante permette de changer la perception que l'Afrique n'est pas un continent pour les affaires. Ce qui me vient à m'adresser à Jean-Marc Savi de Tov, qui est en fait togolais et gérant d'un fonds d'investissement qui est spécialisé sur l'Afrique, pour justement nous parler de cette perception, de comment vous voyez la perception changer, parce que vous devez lever des fonds auprès de banques, d'institutions, mais aussi des attentes que vous avez et quels sont les critères qui vous amènent à choisir les entreprises dans lesquelles vous investissez dans la sous-région. D'accord. Merci pour cela. Je voulais juste en 10 secondes répondre en disant que je crois que l'Allemagne va arriver très vite et très fort dans notre région parce que j'ai ouï dire que KfW est en train de travailler à fond sur des produits equity et ça va se chiffrer en plusieurs centaines de millions d'euros, voire en milliards d'euros. Donc si ça se faisait, bon, on pourra de nouveau être copains avec les Allemands. Alors, sur votre question sur la perception, je suis un tout petit peu challengé parce que je suis togolais. Et étant togolais, je suis, comment dirais-je, impressionné par ce que je vois. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui se mettaient en place depuis un certain temps. Et puis tout d'un coup, le chef de l'État décide de devenir le VRP du pays. Tout le gouvernement suit et on a un discours. J'écoutais tout à l'heure avec délectation monsieur le ministre. On a un discours qui est précis et on sait exactement où est-ce qu'on veut aller. Alors, je peux dire que j'ai un benchmark africain sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que dans une ancienne vie, j'investissais dans des fonds africains et je voyageais beaucoup à travers le continent. La seule chose qui me semble manquer au Togo, fondamentale, qui me semble manquer au Togo aujourd'hui, c'est notre capacité, comme le disait Lionel Zinsou tout à l'heure, à parler et le français et l'anglais. C'est extrêmement important. Il faudrait qu'on puisse, en étant un hub, pouvoir offrir à tout investisseur qui vient la culture, le langage qu'il parle et pouvoir lui décrire exactement ce que nous faisons. Donc de ce point de vue-là, je suis extrêmement impressionné. Alors bien sûr, le Togo est un petit pays, on est 7-8 millions d'habitants, donc de ce point de vue-là, la demande intérieure n'est pas forte. Et le chef de l'État l'a dit aussi, j'ai regardé une vidéo où il le disait à Londres récemment. Il disait il y a de la précarité dans ce pays et le but du jeu, c'est de sortir le plus rapidement possible de la précarité. C'est des messages forts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train d'essayer de se mettre en position d'exécuter véritablement sur la vision qu'on s'est donnée. Je trouve que le Togo vient d'atteindre, comment on dit ça, un tipping point, un point d'inflexion dans la façon dont il fonctionnait. Et ça va créer des émules. Ce que j'aimerais voir aussi, c'est voir la diaspora togolaise qui a beaucoup de capacités, qui a beaucoup de capital, s'associer de plus en plus au mouvement, trouver ses opportunités et puis effectivement contribuer à créer un secteur manufacturier clé ici. Alors, en tant qu'investisseur en capital, je fais du private equity. La structure pour laquelle je travaille à Diwale Partners, on est en train de lever un fonds de 75 millions d'euros pour investir dans la zone UEMOA. Alors, ça revient sur le sujet de la perception. Certains de nos investisseurs nous avaient interdit de regarder des pays comme le Togo ou le Bénin. On a bataillé pendant plus de 6 mois pour leur faire comprendre que ces pays-là, bien qu'étant petits, avaient des choses à vendre
et que le Togo en particulier, de par sa position géographique, allait, dans les 10 prochaines années, offrir quelque chose de différent à la région. Alors bien sûr, mon associé et moi étant togolais, on nous a dit oui, c'est parce que vous êtes togolais que vous pensez ça, mais bon, il n'y a pas grand-chose qui se passe au Togo. J'aurais bien aimé inviter 2 ou 3 de ces investisseurs-là pour suivre ces 2 jours de débat. Je pense qu'ils seraient repartis avec plein d'idées dans la tête. Alors, très rapidement, qu'est-ce que nous regardons sur le secteur manufacturier? C'est un secteur dans lequel on croit beaucoup et je vais vous dire pourquoi. Nous avons recruté un associé opérationnel qui a 15 ans d'industrie. Il a fait 15 ans d'industrie automobile en Europe et en Afrique du Nord. Il a construit des usines pour faire des harnais et puis des pièces détachées de voitures en Afrique du Nord. Nous avons avec nous un retraité de Unilever qui a fait 30 ans d'Unilever dans 6-7 pays en Afrique. Et l'idée pour nous, c'est véritablement, au-delà de notre casquette financière, d'investisseurs, de bien comprendre ces secteurs-là dans lesquels on veut rentrer. J'ai retenu 4 choses. Le secteur manufacturier a besoin de capital humain. Ça a été dit plusieurs fois. Le ministre l'a dit tout à l'heure. Pour moi, et c'est une doléance, je l'avais exprimé dans un journal togolais il y a 6-7 ans, il nous faut une école de logistique au Togo, de classe internationale. Il a été annoncé que nous allons créer une business school de classe internationale. J'y crois fortement, mais je crois fortement aussi qu'une école de logistique, pas seulement maritime, parce qu'il ne s'agit pas que de la mer. Nous avons le port, mais nous avons un aéroport, nous avons Askai et nous avons des routes qui sont en train de se mettre en place. Nous devons être effectivement ce hub-là. Et pour que le hub se fasse, la croissance de ce que nous allons mettre en place dans 2-3 ans, d'ici 2-3 ans, ne pourra être soutenable dans la durée que si le capital humain qu'il y a sur place suit. Si nous devons systématiquement importer ce capital humain, il sera trop cher. Ça me fait passer au deuxième point, c'est celui du coût. Quand on parle d'industrie, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi, il s'agit de compétitivité coût. Donc nous, en tant que fonds de capital investissement, à chaque fois qu'on a un business plan devant nous, on cherche à calculer une seule chose, c'est le coût unitaire. Lorsque le coût unitaire nous paraît compétitif, on se dit que tous les autres problèmes pourront être réglés rapidement. Je vais vous donner un exemple très simple. Mon associé avait accompagné une entreprise ivoirienne qui s'appelle Africa West Industries, créée par un Ivoirien qui a pas mal d'expérience dans le secteur agro. Cette société s'est donnée pour ambition d'être un acteur important dans la production de savon en Côte d'Ivoire. Alors, quand il l'a fait, tout le monde lui a dit « Non, le savon, écoute, ça ne peut pas marcher, Unilever est là, ils sont costauds, etc. » Il nous a démontré pourquoi, en coût unitaire, il battait dans tous les cas Unilever. Cette entreprise a été créée en 2011. Aujourd'hui, elle fait 40 milliards de chiffre d'affaires. Elle exporte du savon, y compris vers le Togo, c'est le savon KDO. Elle exporte du savon dans toute la région, ou des bondillons de savon. Et pour moi, c'est véritablement le type d'industrie que je vois naître ou prospérer dans la région. C'est une industrie de remplacement finalement des importations. C'est-à-dire à partir du moment où on se dit que sur le facteur coût, on est solide, on remplace les importations. Ça me fait passer au troisième point, qui est de se dire, si nous voulons que notre industrie se développe, il faut une demande intérieure. La demande, c'est un peu plus compliqué pour nous, parce qu'effectivement, on est 7-8 millions. En 2050, on sera 16 millions. En 2050, on ne fera pas la population de Lagos aujourd'hui, qui fait 22-23 millions. Oui, donc, on n'est pas très compétitif de ce point de vue. Et là, je rejoins de nouveau Monsieur le ministre quand il dit « Nous allons faire tomber toutes les barrières qui existent à nos frontières ». Pour moi, ce que ça veut dire, c'est que quand je traverse la frontière entre le Ghana et le Togo, et je sors mon passeport, il ne faut plus qu'on me demande 3 000 francs CFA. C'est systématique.
Il m'est même arrivé quelque chose à l'époque où j'ai traversé la frontière dans le sens Togo vers le Ghana pour aller prendre un avion pour aller à Londres. Et je donne mon passeport, on me tamponne le passeport, je me rends compte seulement 100 km plus loin que mon passeport n'a jamais été tamponné et qu'en réalité, c'était tout un circuit qui était organisé pour me soutirer le plus de sous possible ou me demander de repartir à la frontière pour faire tamponner le passeport, sinon je ne prenais pas l'avion le soir. Ça, c'est de vrais coups. C'est de vrais coups. Vous voyez. Donc, fondamentalement, si nous descendons les frontières, nous serons effectivement capables de proposer des produits intéressants à tous nos voisins. Et je pense que le Togo est très bien positionné pour pouvoir le faire. Le quatrième facteur, et je m'arrêterai là, c'est celui des suppliers, c'est la chaîne d'approvisionnement. Oui. Il est extrêmement important pour le secteur industriel de pouvoir s'approvisionner correctement. Nous avons connu des industries dans la zone qui étaient basées effectivement sur nos matières premières. Et à un moment donné, parce que l'approvisionnement n'était pas assuré, parce que les volumes d'approvisionnement changeaient trop d'une année sur l'autre, eh bien, nous n'avons pas pu utiliser la capacité installée. Parce qu'à partir du moment où on crée une usine, le but du jeu, c'est quand même de l'utiliser à plein. Parce que si on ne l'utilise pas à plein, c'est un tout petit peu comme l'avion. Hein. Si l'avion qu'on prend n'est pas rempli à l'avant, en classe business, et il est rempli seulement à moitié à l'arrière, forcément, sur ce vol-là, on a perdu de l'argent. Donc, c'est vraiment ça, l'industrie. Donc, pour conclure, je crois que du point de vue de l'investisseur et du Togolais, extrêmement positif sur la dynamique qu'on est en train de voir. Nous sommes en train de nous poser la question de comment nous allons pouvoir accompagner cela, quel type d'entreprise nous allons regarder sur le territoire togolais pour pouvoir accompagner cela. Et je pense que sur les 4 critères que j'ai énumérés tout à l'heure, il y a des choses qui sont effectivement en train de se mettre en place. Merci. Je vais demander à M. Mounir Moakar de parler de l'importance des relations entre chambres de commerce, de l'importance de la chambre de commerce de Lomé pour tisser des liens entre les industriels togolais, locaux, et les industriels étrangers. Merci beaucoup. Permettez-moi tout d'abord réellement de remercier tous les organisateurs de ce forum. C'est vraiment impressionnant. De remercier la présidence de la République, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, de nous avoir invités pour participer à ce forum. Réellement, comme disait Madame, je tiens également à remercier tous les organisateurs, parce qu'une telle organisation, nous savons combien ça peut avoir comme professionnalisme, et toutes les personnes qui sont derrière, qu'on ne voit pas, sont des personnes réellement qui ont travaillé très dur pour organiser ce type de manifestation. Je souhaite remercier Monsieur le Ministre, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, et féliciter le Togo pour la clairvoyance et pour la vision qu'ils ont pour un avenir meilleur pour les prochaines années. Ce plan national de développement est réellement un plan d'avenir qui est dans l'ère du temps aujourd'hui. Améliorer les investissements, améliorer la formation, améliorer l'infrastructure, améliorer l'éducation, c'est extrêmement important. La formation professionnelle, effectivement, c'est un point crucial. La valorisation de l'homme, c'est un point crucial qui permet effectivement un développement important. Nous, je vais parler en tant que CPCCAF, donc qui est la conférence permanente des chambres de commerce, des chambres consulaires, pardon, francophones et africaines. Quand on parle de chambres consulaires, c'est les chambres de commerce, c'est les chambres d'industrie, c'est les chambres des métiers, c'est les chambres d'agriculture et les chambres d'artisanat. Donc, ça regroupe l'ensemble de l'activité économique. Et la CPCCAF, c'est une structure qui a été créée déjà en 1973 par 3 grands présidents, qui sont le président Senghor, Houphouët-Boigny et Pompidou, pour le développement des relations franco-africaines. Maintenant, elle regroupe
toutes les chambres, pratiquement 33 pays africains, des pays francophones, la France bien entendu, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, et nous travaillons dans un cadre institutionnel pour le développement de certaines filières. Pour le développement, par exemple, de la formation professionnelle, nous avons actuellement un projet qui s'appelle Archipédago, qui a été initié par mon prédécesseur et ami et mon président, le président Essouna Meba, qui est le président de la Chambre de commerce du Togo, qui a présidé la CPCCAF les 3 dernières années. Ce programme Archipédago est un programme pour le développement de la formation professionnelle dans 12 pays africains. Également, qui est financé d'ailleurs par l'Union européenne. Nous sommes en train également nous avons développé un programme qui s'appelle le baromètre, qui est une analyse des entreprises africaines. Et nous avons un baromètre des entreprises africaines de 10 000 entreprises qui est financé par l'AFD. Et nous avons également financé par l'AFD un programme qui s'appelle le compagnonnage consulaire. Ce programme a permis de faire des échanges entre les chambres du Nord et les chambres du Sud pour pouvoir apprendre les bonnes pratiques et connaître les organisations consulaires. Donc, bien sûr, la CPCCAF est une structure institutionnelle, on travaille avec les chambres de commerce, mais nous avons pour cette mandature une autre vision complémentaire à celle-là, c'est d'impliquer les entreprises franco-africaines pour le développement des échanges et pour le développement de l'activité économique, que ce soit les investissements, que ce soit les échanges commerciaux entre les différents pays. Pendant ces 2 jours, on a entendu beaucoup au niveau des communautés économiques entre les États. C'est vrai que c'est très important parce que généralement, ces communautés, ça tient surtout de l'aspect douanier. Mais force est de constater que toutes ces communautés n'ont pas permis également un développement extraordinaire des échanges entre les pays eux-mêmes. Donc si vous prenez la CEDEAO, l'UEMOA, ou même chez nous, il y a l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, ou la grande zone de libre-échange arabe, les échanges se situent à moins de 5%, alors que des opportunités existent dans tous ces pays. Donc il est très important pour des structures comme la CPCCAF de développer ces échanges. Et parmi les choses importantes sur lesquelles on travaille, c'est essentiellement le développement de l'information économique. L'information qui malheureusement n'est pas toujours très disponible, qui ne permet pas à l'entreprise de pouvoir l'exploiter au profit de son développement sur la zone. Donc c'est pour ça que nous avons mis en place d'abord une plateforme qui s'appelle Africa Trading, qui permet à toutes les entreprises africaines de s'enregistrer, de pouvoir échanger, de pouvoir enregistrer leur catalogue électronique, de pouvoir enregistrer les opportunités qui existent et de pouvoir échanger directement. Voilà. C'est un marché virtuel qui permet effectivement un certain nombre de développements, y compris à nos partenaires chambres de commerce, de pouvoir poster toutes les opportunités économiques qui existent dans le pays. Également, nous lancerons très bientôt à Abidjan une autre plateforme qui s'appelle Francophile, qui permet également de donner tous les projets qui peuvent être initiés par les opérateurs économiques à la recherche de certains partenaires dans différents domaines. Ce que je voulais dire, c'est que la CPCCAF réellement peut jouer un rôle important au niveau de la formation professionnelle, qui est réellement un outil essentiel pour le développement des entreprises et pour le développement de nos entreprises. Donc, en gros, la CPCCAF aujourd'hui, statutairement, donc, le président est toujours africain. Donc, c'était mon ami Essouna Meba, maintenant c'est moi. Le premier vice-président, statutairement, c'est le premier vice-président trésorier, c'est le président de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Et ça regroupe toutes les chambres consulaires africaines, francophones, et nous sommes effectivement ouverts à d'autres structures qui peuvent s'intéresser à cette activité. Et donc j'invite tous les gens qui ne connaissent pas la CPCCAF à se renseigner, à faire partie probablement de cette conférence qui peut être intéressante. Mais permettez-moi également de parler, parce que
effectivement, je suis président actuellement de la CPCFK, mais je suis également président de la Chambre de commerce de Tunis. Et je suis africain, hein, donc je peux parler effectivement en tant qu'Africain. Et nous avons eu une expérience à peu près similaire à ce qui se passe actuellement au Togo. Et donc nous connaissons, comme vous le savez, la Tunisie a été le premier pays à avoir signé un accord de libre-échange et de la convention avec l'Union européenne depuis 1994. Et je peux vous dire qu'il est très important aujourd'hui, et j'ai eu l'occasion de le dire à Monsieur le ministre, de développer des échanges sud-sud. Il y a beaucoup d'opportunités qui existent en Afrique. Beaucoup d'opportunités qui existent en Afrique. Et nous pouvons réellement les utiliser pour le développement de nos pays. On a parlé de tous les domaines aujourd'hui. Vous savez, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de un domaine qui est particulièrement important, qui est le domaine de l'eau et l'utilisation des eaux et le dessalement d'eau, par exemple, pour nos pays, c'est très important pour l'agriculture. On a parlé de l'agriculture, on a parlé de la formation, on a parlé du développement du secteur privé. Moi, je suis particulièrement heureux de voir que le gouvernement togolais s'intéresse et met dans sa stratégie de développement le secteur privé. Mais je remarque qu'il y a beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises, mais ce que je souhaite dire, c'est que la PME est absolument importante en Afrique. La PME, le développement de la PME, le développement même des micro-projets, ce qu'appelait Monsieur le Premier ministre Lionel Zinsou, le financement, non pas la microfinance, mais le financement de masse, ça il faut encourager parce qu'on est tous confrontés aux mêmes problématiques. Vous avez des jeunes diplômés aujourd'hui qui ont des capacités, mais qui ont un problème de financement de leur projet. Il faut encourager ces jeunes-là. Comment accompagner les jeunes pour monter leurs propres projets? À la limite, dans un premier temps, il peut s'employer lui-même, mais dans un deuxième temps, il peut créer beaucoup d'emplois et ça permettra sûrement de résoudre le problème de l'emploi des jeunes, parce que qu'on ne le veuille pas, dans l'ensemble de ni le secteur public, ni le secteur privé, ni les deux réunis, ne peuvent absorber l'ensemble de la jeunesse qui se trouve sur ce marché. Donc, réellement, nous, on a une expérience, on a beaucoup d'expertise, que ce soit en Tunisie ou beaucoup d'autres pays, que ce soit dans toutes les problématiques aujourd'hui qui sont posées. Et j'invite, bien entendu, tous les opérateurs ici présents à réellement regarder ces aspects-là, parce que c'est important. Bien sûr, on travaille en collaboration avec nos amis européens, avec nos amis allemands, nos amis français. On développe une coopération, mais également le développement des compétences et le développement des relations sud-sud peut être aussi une grande opportunité, d'autant plus que nos opérateurs, ils ont une connaissance du marché africain et ils ont la possibilité également de se développer à travers l'ensemble des opportunités qui sont offertes. Merci, Monsieur Moncard. Thierry, peut-être quelques mots seulement sur les interactions que vous avez avec les industriels étrangers qui viennent vous voir, j'imagine, qui viennent prendre des conseils. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Et comment les rassurer sur l'investissement qu'ils peuvent faire dans le secteur manufacturier au Togo? Merci pour le retour. La question est pertinente, effectivement. On a entendu sur le volet investissement. Parfois, l'investisseur, il est timide. Il est timide, il se demande est-ce que l'industriel va réellement trouver un marché en face qui va répondre justement à une demande. Et au dernier moment, il se dit, bon, on va peut-être les accompagner, mais en posant tellement de conditionnalités que finalement, le prêt devient un problème. Taux de croissance de l'industrie, 5% en général, 10% lorsque vous êtes vraiment à plein régime, et c'est le cas aujourd'hui du secteur secondaire au Togo. Il faut replanter le décor. Secteur primaire, 60% de la population active au Togo, et 40% effectivement dans le PIB, et moins de 1% de financement bancaire. Quand on revient au monde de l'industrie, 17% effectivement du PIB. Aujourd'hui, on tourne autour de 30% de financement bancaire et on accorde plus de 60% finalement au secteur tertiaire.
Vous voyez bien que le secteur tertiaire, donc c'est quelqu'un qui achète pour revendre. L'effort n'est pas du tout le même. L'implication en termes de création d'emplois n'a absolument rien à voir. Et la vision qui a été transformée au Togo en plan stratégique, je veux parler du programme du plan national de développement 18-22, elle est claire. C'est un moteur précis, l'agriculture et la transformation. Ça veut dire quoi? Et c'est ce que nous expliquons aux différents investisseurs. Il ne faut pas regarder le marché togolais. J'ai beaucoup apprécié les interventions de nos collaborateurs tout à l'heure. Et je voudrais rajouter juste à M. Savi Tové et Jean-Marc que le marché togolais ne doit pas être regardé comme le marché dans lequel une industrie s'installe. Et quand on prend le cas d'une structure qui transforme ou le coton ou le karité ou autre, il faut savoir que nous visons essentiellement des marchés extérieurs. Pourquoi? Parce que la question de risque justement du financier, elle est réglée. Elle est réglée pourquoi? Parce que nous avons regardé un peu notre paysage économique et on s'est dit on va régler deux problèmes de risque. Le tout premier, il se situe en amont et le second en aval. En amont, pourquoi? C'est la matière première. La matière première, elle fluctue en fonction des années, en fonction des campagnes. Donc vous pouvez vous retrouver avec la tonne de karité livrée, comment on dit, carreau usine à 165 000 en 2016. 2017 peut-être à 220 000. 2018, vous allez la retrouver à 400 000. Vous allez la retrouver en 2019 à peine à 135 000. Cette fluctuation nécessite de prendre un certain nombre de mesures. Et nous avons tiré comme leçon de tout ça que l'industrie, c'est un métier. Être acheteur, c'est un autre métier. Être vendeur, c'est encore un autre métier. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes spécialisés en fait dans des contrats à façon. Donc, on a négocié avec nos différents partenaires pour qu'ils prennent en charge eux-mêmes, en fonction d'un cahier de charges sur lequel nous allons nous entendre sur la qualité des produits qui vont sortir. Ils achètent la matière première, ils nous livrent ça en réception stockage, donc à Nyoto, nous faisons tout le process et ils libèrent. Et quand nous finissons le beurre, ils récupèrent dans leur bateau, c'est eux qui s'occupent de la commercialisation de leurs produits. Et ça nous règle un certain nombre de problèmes. Nous le faisons de façon, j'allais dire, inclusive avec d'autres structures. Et ça nous permet de nous consacrer essentiellement sur la gestion elle-même, non seulement des hommes, mais des équipements, améliorer les indicateurs de performance et faire en sorte que finalement nous réussissons à devenir réellement compétitifs au niveau du coût de production et à vraiment exister. C'est pour dire tout simplement que les réflexions doivent être poursuivies. On ne met pas une industrie pour produire et regarder si le marché va répondre ou pas. On met une industrie parce qu'on a ciblé de façon précise un marché. On met une industrie en place également parce qu'on est capable, en période de difficulté, de pouvoir s'adapter et faire d'autres produits ou d'autres sous-produits. On met en place une industrie parce qu'on a la capacité de pouvoir trouver les ressources humaines. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais également apporter un plus aux réflexions qui ont été apportées tout à l'heure. Vous prenez des cas très simples. Vous avez des armoires électriques et électrotechniques qui existent dans la majorité des unités industrielles. Pour faire une intervention là-dessus, il faut un automaticien. Les automaticiens, dans le pays, on peut les compter. Ceux qui sont vraiment bons et capables d'opérer sur des équipements vraiment modernes. À l'époque, de façon automatique, il fallait appeler le siège et vérifier au niveau de Paris s'il y a le spécialiste effectivement qui est capable d'arriver à Lomé. Et si vous êtes en arrêt technique à cause d'un problème comme ça, bien évidemment, vous pouvez voir l'impact tout de suite sur finalement le résultat. Ça peut vous arriver 2, 3 fois, 4 fois dans l'année. Et ça coûte cher de s'arrêter 1 heure, 2 heures et voire plusieurs jours. Alors, nous avons réfléchi à une solution inclusive. La solution inclusive, nous avons d'autres unités industrielles dans la sous-région. On va passer un certain nombre de coups de fil. On va trouver un spécialiste peut-être au Burkina, au Mali. Il vient à Lomé, il le perd rapidement. Et de la même façon, à l'heure où je vous parle, nous avons envoyé également un de nos ingénieurs. Et ça, c'est toujours dans la Synergie Group. Et on a constitué ce qu'on appelle une task force avec une possibilité d'avoir des opérateurs extrêmement pointus dans des domaines bien déterminés, capables d'opérer au Cameroun, au Sénégal ou un peu partout. Donc nous réglons le problème comme ça. Et bien évidemment au niveau des ressources humaines, Nyoto depuis longtemps s'est engagé dans une dynamique
très clair. Et donc la dynamique dans laquelle nous nous sommes engagés, c'est signer des conventions avec des partenaires stratégiques comme l'Université du Bénin, l'Université de Lomé, l'Université de Kara. Nous avons donc des conventions avec l'École nationale supérieure des ingénieurs qui nous envoient les apprenants en phase terminale en fait, de leur cursus à Nyoto pour essayer de transformer leurs connaissances théoriques en connaissances pratiques. Nous faisons la même chose avec l'ESTEBA, donc qui est l'école des sciences et techniques appliquées. Nous faisons la même chose avec vraiment le modèle précis d'intégration publique-privée, c'est le CFMI, Centre de formation avec les métiers de l'industrie, pour dire tout simplement quand même qu'il y a une plateforme opérationnelle et même les pays à côté nous envoient également des apprenants. Je vous remercie. Merci. Merci bien. Nous arrivons bientôt au temps qui nous avait été imparti. Un mot de conclusion, Monsieur le Ministre. Merci. Un mot de conclusion. Je crois qu'il y a un certain nombre de préoccupations qui ont été soulevées et je voudrais quand même rapidement réagir par rapport à ces préoccupations. La première, c'est l'image dont a parlé Madame. Je voudrais tout simplement dire, comme l'a dit quelqu'un d'historique, viens et vois. Nous donnons l'opportunité à ceux-là qui ambitionnent d'aller vers notre pays de nous essayer. Ceux qui l'ont fait ne le regrettent pas. Et les lignes ont suffisamment bougé dans le bon sens. Et nous préférons être concrets avec ceux-là qui veulent vraiment venir investir au Togo. Nous avons la stabilité qu'il faut au plan politique. La sécurité est là. Alors, je viens de l'administration fiscale. Et lorsque stationnent dans nos eaux des navires, le lendemain, mon ministre à l'époque me dit « Ah, voilà, vous aurez à mobiliser de façon conséquente. » Je lui réponds que tous ces navires n'ont pas pour destination Lomé. Il y en a qui attendent tout simplement pour que des places se libèrent dans d'autres ports, que ce soit Cotonou ou Téma, pour pouvoir aller accoster. Parce que nos eaux sont les plus sûres. Et ça, ce n'est pas rien. La preuve est là. C'est vrai, il y a un adage africain qui dit qu'il n'est pas donné à tout le monde d'être éveillé pendant la pluie nocturne. Il y en a qui se réveillent le matin et se rendent compte qu'il a plu. Mais ce que nous demandons, c'est que ceux-là qui n'ont pas été témoins de la pluie nocturne, en se réveillant, qu'ils puissent constater, parce que c'est du concret, les faits sont têtus qu'il a plu. Et donc, cet environnement très attractif que nous offrons aujourd'hui, notre prière est qu'il puisse être vu, apprécié et que les investisseurs puissent venir. La formation, c'est une préoccupation pour le gouvernement en lien avec l'axe 3 de notre PND. Nous avions parlé du besoin de maintenir le développement du capital humain, adapter la formation aux besoins d'investissement que nous avons. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo travaille dans ce sens-là. Nous avons lancé, je crois, au mois d'avril, un centre de formation technique. Et comme l'a dit le président de la République lors de notre déplacement à Londres, nous allons mettre l'accent sur la formation. On a beau faire mettre en place un cadre institutionnel, juridique, attractif, ce cadre doit être piloté par des hommes et les bons. Protection de la production nationale, ça c'est un défi, c'est un sujet qui préoccupe. Cette protection nous semble être quand même une priorité, un besoin. Ceux qui produisent veulent être rassurés qu'on ne les exposera pas à la concurrence déloyale. Et nous y travaillons.
Mon frère Etnar a parlé des tracasseries au niveau des frontières. C'est un réel défi pour nous. Et le gouvernement travaille au quotidien pour que le principe de libre circulation des biens et des personnes de la CEDEAO puisse être d'application. Nous avons inauguré il y a quelques mois le poste à contrôle juxtaposé de Nouépé qui fait frontière avec le Ghana. Celui avec le Bénin est en train de se mettre en place. Et l'objectif recherché, c'est de mutualiser les contrôles et faire en sorte que ce soit les marchandises ou les personnes en arrivant aux frontières puissent aller plus vite. La sensibilisation aussi est derrière. Et au niveau du Togo, je voudrais parler de l'Office togolais des recettes, qui est une agence majeure aux frontières. Les règles ont changé. Et je crois que l'un des panélistes, le panel qui est passé avant nous, a eu à insister là-dessus. Au niveau de l'Office aujourd'hui, on vous prend parce que vous avez empêché la libre circulation des biens et des personnes. Vous êtes licencié. Et ça, c'est une innovation majeure. Nous le faisons et je crois que le gouvernement va accentuer la réforme dans ce sens. Nous ne pouvons pas être, en tout cas, avoir cette ambition d'être un hub et avoir des pratiques anti-hub. Le gouvernement y veillera. La chaîne d'approvisionnement, c'est vrai, lorsque les intrants, vous ne les avez pas, ça crée un certain nombre de problèmes. En fait, nous sommes en train de régler cette question pour ce qui concerne les intrants locaux que nous avons. Dans le cas des agropoles, une dizaine d'agropoles. Le premier va être mis en œuvre, l'agropole de Kara. Et il ambitionne d'augmenter la production agricole. Donc la matière première, que ce soit du sésame, noix de cajou ou autre chose. Donc il y aura une modernisation dans la production pour que les entreprises qui vont se positionner sur ces intrants-là puissent avoir à disposition de la matière première. Je voudrais faire un clin d'œil à la Chambre de commerce, d'ailleurs, qui vient d'acquérir 1000 hectares quelque part, pas trop loin de Lomé, pour la production du coton, parce que nous voulons changer de paradigme, produire nous-mêmes les tissus ici et les consommer, parce que c'est nous qui consommons. Qu'on change d'envoyer à l'extérieur les matières premières et qu'on récupère le produit fini avec des prix que nous connaissons. Je voudrais également parler, ça c'est le dernier point, de la Chambre de commerce UE Togo, qui a été officiellement présentée ici lors de notre forum. L'ambition du gouvernement, c'est que notre pays soit accessible. Quand l'investisseur vient au Togo, le gouvernement se rend disponible. Vous demandez une audience, on améliore, nous sommes en mesure, quel que soit le département ministériel en question, de vous recevoir. On s'efforce de le faire à l'image du premier responsable du pays qui se rend disponible. Et pour le gouvernement, nous devons ouvrir nos portes aux investisseurs et nous essayons de le faire. La Chambre de commerce UE vient renforcer cette volonté de permettre aux uns et aux autres qui veulent investir au Togo, surtout en provenant de l'Union européenne, de pouvoir le faire. Je termine en disant que venez et découvrez qui nous sommes. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Merci les différents intervenants de la partie 1 et de la partie 2 de ce panel sur le secteur manufacturier. Peut-être comment on dit en anglais, round of applause pour tout le monde avant de terminer cette session. Merci. Merci aux différents panélistes.
nous sommes pris par le temps, donc quelques annonces d'ordre général pour permettre aux participants aux autres sessions de nous rejoindre. Une sollicitation aux invités de se rapprocher des premiers rangs pour le panel qui va suivre. Pardon. C'est juste une